Modeste ou pas, les plaisirs n'appartiennent qu'à celui qui les éprouve. Et un philosophe, à juste titre, pourrait reprocher à l'hédonisme son fondement égoïste. Pourtant, selon moi, ce n'est pas l'égoïsme qui est le talon d'Achille de l'hédonisme, mais son caractère, pourvu que je me trompe, désespérément utopique. En effet, je doute que l'idéal hédoniste puisse se réaliser. Je crains que la vie qu'il nous recommande ne soit pas compatible avec la nature humaine. Le XVIIIe siècle, dans son art, a fait sortir les plaisirs de la brume des interdits moraux. Il a fait naître l'attitude qu'on appelle libertine et qui émane des tableaux de Fragonard, de Watteau, des pages de Sade, de Crébillon fils ou de Duclos. C'est pour cela que mon jeune ami Vincent adore ce siècle. Et s'il le pouvait, il porterait comme un insigne sur le revers de sa veste le profil du marquis de Sade. Je partage son admiration, mais j'ajoute, sans être vraiment entendu, que la vraie grandeur de cet art ne consiste pas dans une quelconque propagande de l'hédonisme, mais dans son analyse. C'est la raison pour laquelle je tiens les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos pour l'un des plus grands romans de tous les temps. Ces personnages ne s'occupent de rien d'autre que de la conquête du plaisir. Toutefois, peu à peu, le lecteur comprend que c'est moins le plaisir que la conquête qui les tente, que ce n'est pas le désir de plaisir, mais le désir de victoire qui mène la danse, que ce qui apparaît d'abord comme un jeu joyeusement obscène se transforme imperceptiblement et inévitablement en une lutte à la vie et à la mort. Mais la lutte, qu'a-t-elle de commun avec l'hédonisme ? Épicure a écrit « L'homme sage ne cherche aucune activité liée à la lutte ». La forme épistolaire des liaisons dangereuses n'est pas un simple procédé technique qui pourrait être remplacé par un autre. Cette forme est éloquente en elle-même et nous dit que tout ce que les personnages ont vécu, ils l'ont vécu pour le raconter, le transmettre, le communiquer, le confesser, l'écrire. Dans un tel monde où tout se raconte, l'arme à la fois la plus facilement accessible et la plus mortelle est la divulgation. Valmont, le héros du roman, adresse à la femme qu'il a séduite une lettre de rupture qui la détruira. Or, c'est son amie, la marquise de Merteuil, qui la lui a dictée mot à mot. Plus tard, cette même Merteuil, par vengeance, montre une lettre confidentielle de Valmont à son rival. Celui-ci le provoquera en duel et Valmont mourra. Après sa mort, la correspondance intime entre lui et Merteuil sera divulguée et la marquise finira sa vie dans le mépris, traquée et bannie. Rien dans ce roman ne demeure le secret exclusif de deux êtres. Tout le monde semble se trouver à l'intérieur d'une immense coquille sonore où chaque mot soufflé résonne, amplifié, en de multiples et interminables échos. On me disait quand j'étais petit qu'en posant un coquillage contre mon oreille, j'entendrais l'immémorial murmure de la mer. C'est ainsi que dans le monde laclosien, toute parole prononcée reste audible pour toujours. Est-ce cela le XVIIIe siècle ? Est-ce cela le paradis du plaisir ? Ou bien l'homme, sans s'en rendre compte, vit-il depuis toujours dans une telle coquille résonnante ? En tout cas, une coquille résonnante, ce n'est pas le monde d'Épicure qui ordonne à ses disciples « Tu vivras caché ». L'homme de la réception est gentil, plus gentil qu'on ne l'est d'ordinaire à la réception des hôtels. Se souvenant que nous sommes venus ici il y a 2 ans, il nous prévient que beaucoup de choses ont changé depuis. On a aménagé une salle de conférence pour différentes sortes de séminaires et construit une belle piscine. Curieux de la voir, nous traversons un hall très clair, de grandes baies donnant sur le parc. Au bout du hall, un large escalier descend vers la piscine, grande, carrelée, avec un plafond vitré. Vera me rappelle. La dernière fois, à cet endroit, il y avait un petit jardin de roses. Nous nous installons dans notre chambre, puis sortons dans le parc. Les terrasses vertes descendent en direction de la rivière, la Seine. C'est beau. Nous sommes émerveillés, désireux de faire une longue balade. Après quelques minutes, une route surgit au fil des voitures. Nous rebroussons chemin. Le dîner est excellent. Tout le monde bien habillé, comme si l'on voulait rendre hommage au temps passé, dont le souvenir tremble sous le plafond de la salle.
À côté de nous se sont installés des parents avec leurs 2 enfants. L'un d'eux chante à haute voix. Le serveur se penche au-dessus de leur table avec un plateau. La mère le dévisage fixement, voulant l'inciter à prononcer un éloge de l'enfant qui, fier d'être observé, se met debout sur sa chaise et hausse encore la voix. Sur le visage du père apparaît un sourire de bonheur. Un magnifique Bordeaux, du canard, un dessert, secret de la maison. Nous bavardons, comblés et insouciants. Puis, de retour dans la chambre, j'allume pour un instant le téléviseur. Là, encore des enfants. Cette fois-ci, ils sont noirs et mourants. Notre séjour au château coïncide avec l'époque où, pendant des semaines, tous les jours, on a montré les enfants d'un pays africain au nom déjà oublié. Tout cela s'est passé il y a au moins 2 ou 3 ans. Comment retenir tous ces noms? Ravagés par une guerre civile et par la famine, les enfants sont maigres, épuisés, n'ayant plus la force de faire un geste pour chasser les mouches qui se promènent sur leur visage.